Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cohérence. Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ, une petite réponse aux questions que vous m'avez posées cette semaine. J'ai fait un petit condensé des questions qui m'ont été posées en direct sur mes coachings, sur mes cours de cross. Et on va y répondre aujourd'hui. On va parler d'entraînement, d'entraînement et d'entraînement. Aujourd'hui, ça parle que d'entraînement, il n'y a pas de nutrition. Mais ça va être fort intéressant et encore une fois, c'est tiré du quotidien, c'est tiré du concret. C'est pas des questions que j'ai sorties de mon chapeau, c'est des questions que vous m'avez posées et je vais vous partager des réponses qui me sont propres, qui sont propres de mon expérience personnelle, de l'expérience que j'ai avec les gens que je coach au quotidien. Et j'espère que ça pourra vous aider dans la compréhension de l'entraînement et dans la compréhension de justement cet entraînement dans l'atteinte de vos objectifs. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, il y a toujours ma newsletter qui sort tous les mardis. Newsletter qui traite de 3 sujets. Le synopsis du nouvel épisode de Cohérence en article, un cadeau de la semaine, j'appelle ça le déclic de la semaine dans cette newsletter. Et vous avez également ma recommandation de la semaine, une vidéo, un épisode de podcast, un livre, un contenu qui m'a plu au sein de cette semaine ou même dans mes archives cérébrales que je vous partage et qui font le lien avec vous sur nos centres d'intérêt entre guillemets communs que l'on pourrait avoir. D'ailleurs, si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir dans cette newsletter, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire ou à m'envoyer un message directement ou pour ceux qui me voient en direct, à me le dire directement. L'humain et le contact avant tout pour échanger, c'est ce qu'il y a de plus important. Ceux qui seraient intéressés également, j'en fais peu la promotion, mais c'est potentiellement quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le coaching à distance vous permet véritablement, grâce à l'accompagnement que je fais, de vous orienter le mieux possible dans la quête de vos objectifs. Donc si vous avez des objectifs que vous avez du mal à atteindre tout seul, sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. C'est pareil, c'est l'un des liens directement en description sous cette vidéo ou sous cette description de podcast si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Vous cliquez dessus, vous avez tout et vous aurez la compréhension de ce qu'est le coaching à distance. Donc, c'est le suivi par moi-même de votre entraînement, de votre nutrition, pardon. Le tout à travers une application, le tout à travers des échanges quotidiens sur WhatsApp ou autre plateforme de discussion que vous souhaiterez utiliser. Et je vous accompagne véritablement de manière quasi quotidienne sur votre alimentation, sur votre entraînement, bien évidemment. Tous les dimanches, je vous mets votre programmation personnalisée, totalement personnalisée en fonction de votre contexte qui est propre, c'est-à-dire le matériel que vous avez à disposition, là où vous entraînez, vos objectifs, bien évidemment, etc., etc., via une application. Vous me faites vos retours, moi je vois les vidéos, les retours, etc. sur le contenu que je vous propose d'un point de vue entraînement. Et on atteint comme ça ces objectifs. On le sait, hein, ce qui manque le plus aux personnes pour atteindre leurs objectifs, c'est l'accompagnement, c'est être accompagné par un professionnel. Peu importe le domaine, à un moment donné, faire tout seul, c'est bien, ça peut marcher, mais on est quand même limité par sa compréhension du sujet parce que on n'est pas pleinement consacré au sujet, parce qu'on a plein de choses à faire dans sa vie, autre que de se concentrer sur le sujet sur lequel on a envie de progresser. Et travailler avec une personne nous permet à la fois de gagner du temps, mais aussi de l'énergie et de la compréhension, et être plus précis sur les éléments que l'on va faire quotidiennement pour atteindre nos objectifs. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter avant même de souscrire à quelconque abonnement avec moi pour faire du coaching. Contactez-moi d'abord,
remplissez d'abord le formulaire d'objectif, on échange au téléphone et puis on voit ce qu'on peut faire. Comme ça, moi, je vous oriente du mieux possible. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si jamais vous êtes intéressé. Dernière petite chose, après on commence tout de suite la FAQ. Pensez aux étoiles, pensez aux commentaires, pensez aux j'aime, aux repartages, aux choses comme ça. Ça aide énormément au référencement. Parlez-en aussi autour de vous s'il y a des épisodes qui vous ont marqué et qui peuvent impacter positivement les gens autour de vous. N'hésitez pas à en parler. Ça fera toujours plaisir et puis ça augmentera un petit peu l'audience et le nombre de personnes que je pourrai aider. Allez go, on y va avec l'épisode du jour, petite FAQ et donc un condensé des questions qu'on m'a posées cette semaine et sur lesquelles je vais répondre un peu plus en détail avec vous aujourd'hui. Première question, c'est une question de Fabien. Fabien, c'est quelqu'un que je coachais en cours collectif, en cross-training et qui est un écouteur, un auditeur assidu de mes podcasts. Je te passe la salutation, Fabien. Et qui m'a posé une question au niveau de son entraînement, et notamment de son entraînement muscu et de l'impact nerveux que pouvaient avoir certains gros exercices sur sa séance et sur ses séances futures. Et là, il prenait l'exemple du soulevé de terre, qui est un exercice pour le coup très nerveux, peut-être même celui qui engage le plus de capacité, on va dire, nerveuse, étant donné que c'est un mouvement sur lequel on démarre directement en phase concentrique. Il n'y a pas de mouvement élastique, surtout sur la première rep. Ça fait partie des mouvements, ce que je vais expliquer, qui sont assez difficiles sur la première rep et qui sont souvent bien plus faciles sur la seconde parce qu'on a sur la seconde cet effet élastique justement par le couple excentrique-concentrique, alors que sur la première rep, on ne l'a pas. Je parle un peu chinois peut-être pour vous, mais vous allez très vite le comprendre en l'expliquant. Quand vous faites un squat par exemple, vous amorcez le mouvement directement en faisant une phase excentrique, c'est-à-dire que vous descendez, donc vous étirez la plupart des muscles qui sont engagés pour réaliser un squat. Et cet étirement va induire de l'énergie élastique que vous allez reproduire, que vous allez utiliser dans ce qu'on appelle la phase concentrique, c'est-à-dire quand vous allez remonter de votre squat. Quand vous faites un soulevé de terre, quand vous faites une traction, quand vous faites un développé militaire, vous savez c'est le développé où vous poussez directement au-dessus de vos épaules, vous n'avez pas cette phase excentrique pour la première répétition. Vous commencez directement par la phase concentrique. Donc tout de suite au soulevé de terre, vous devez tout de suite soulever la barre. Au développé militaire, vous devez tout de suite soulever la barre au-dessus de votre tête. Aux tractions, vous devez tout de suite vous tracter. Donc vous commencez directement par une phase concentrique, sans cet effet élastique et sans cette énergie accumulée pendant cette phase excentrique. Et donc ça induit un impact nerveux quand même, notamment sur cette première répétition. Généralement parce qu'après on les enchaîne, surtout en soulevé de terre, il y a beaucoup de gens qui le font ce qu'on appelle en touch and go, c'est-à-dire on vient toucher à peine le sol et puis on rebondit même un petit peu, surtout si on a des bumpers, là vous avez des gros disques qu'on met sur la barre qui sont un peu en caoutchouc là, qui rebondissent un peu au sol quand on met un peu le truc dessus. Bon bah vous avez un impact nerveux qui est assez important parce que tout de suite vous devez mobiliser énormément de charges nerveuses sans justement cette accumulation d'énergie élastique que vous auriez avec la phase excentrique. Et ça a un impact quand même, surtout quand c'est très lourd. Enfin, surtout quand c'est lourd, quand c'est lourd pour soi. Ça a un impact nerveux. Donc, quand il me pose cette question, tout de suite, le premier truc que je lui demande, c'est quelle intensité tu utilises, quel volume, c'est quoi le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc. Et il me dit, moi, généralement, quand je fais cet exercice, je fais 4 séries d'un format classique, si je me souviens bien, entre 6 et 10 répétitions. Voilà, mais je fais 4 séries. Et il me dit, tout de suite, quand j'ai fini le soulevé de terre, en l'occurrence, derrière, je sens que ma séance, elle est très impactée d'un point de vue nerveux. Elle est très impactée, entre guillemets, négativement, parce que derrière, je sens que je suis vidé complètement. Et je sens que mon énergie disponible pour les autres exercices, au moins d'un point de vue nerveux, est plus du tout présente parce qu'elle a été totalement consommée par le premier exercice. Donc moi, ma réponse, la réponse que je lui ai donnée, c'est de d'abord essayer d'identifier pourquoi ça t'impacte négativement et ça aurait un impact négatif sur les prochains exercices.
La première solution que je lui ai donnée, c'est que, étant donné que c'est quelqu'un qui est relativement fin, qui n'a pas un profil musculeux, un peu comme moi, et qui est relativement élancé, bah, je pense qu'il faudrait mieux réduire déjà dans un premier temps le volume. Moi, je le sais, quand je fais un trop gros volume sur certains exercices, même, j'ai envie de dire même sur la plupart des exercices, bah, ça a tendance à me créer plus de fatigue que d'effets bénéfiques. Il y a une notion qu'il faut prendre en compte dans l'entraînement et je pense qu'elle est ultra importante pour la majeure partie des gens que j'entraîne et qui s'entraînent de manière générale, c'est la notion de dose minimale effective. C'est-à-dire qu'il y a un dosage minimal sur lequel vous allez avoir des adaptations positives. Je m'explique. Quand vous faites un exercice, aller au-delà de cette dose minimale effective, de ce volume. Par exemple, on pourrait considérer que sur le soulevé de terre, la dose minimale effective pour Fabien est de 2 séries de 8 répétitions. Je donne volontairement une notion très arbitraire. Aller au-delà de cette dose minimale effective est peut-être contre-productive pour lui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace. Effectivement, de faire une 3e série, ça va peut-être créer quelque chose au niveau de son adaptation sur l'exercice de positif. Mais par contre, en faisant seulement 2 séries de 8 répétitions, il aurait la juste dose, le juste dosage qui lui permettra déjà d'avoir des adaptations. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en allant au-delà de cette dose minimale effective, qui est identifiée bien évidemment, donc là en faisant lui en l'occurrence 4 séries, il impacte trop négativement son système qui derrière ne lui permet pas de progresser sur d'autres mouvements. Donc il va falloir qu'il trouve ce dosage minimal effectif pour être dans une forme de stimulation qui va lui permettre d'avoir des adaptations et en même temps que cet exercice n'impacte pas les suivants. Donc ça, c'est un chemin entre guillemets un peu personnel, c'est de l'expérimentation, c'est de l'entraînement, de la sensation, etc. Et donc voilà. Donc moi, mon conseil, ça a été déjà de lui dire, réduis d'une série, vois déjà comment ça se passe et on voit. Donc, en termes de charge, d'intensité, franchement, on était en termes de charge mécanique, de poids directement sur la barre, on était bien. Et ma deuxième question, ça a été de lui poser, c'est quoi le temps de récupération que tu utilises entre toutes les séries? Ça, c'est un truc très commun que je vois régulièrement, c'est que les gens ne prennent pas suffisamment de temps de récupération entre eux. Vous ne prenez pas suffisamment de temps de récupération entre les exercices quand vous en avez la possibilité. Bien sûr, quand vous faites un cross-training avec moi, qu'on est cadré par un temps de séance, on est dans du collectif, etc., le temps de récupération est forcément amenuisé par rapport à ce qu'il devrait être dans l'idéal par rapport au type d'adaptation qu'on voudrait, en prise de muscle, en prise de force en l'occurrence. Mais quand vous avez le choix, n'hésitez pas, et que vous avez la possibilité en termes de temps, n'hésitez pas à augmenter ce temps de récupération. Donc lui, en l'occurrence, il prenait qu'1 minute 30 de récupération. Et moi, je considère que sur ce genre d'exercice, il faut prendre à minima 2 minutes 30 en début de cycle de progression. C'est-à-dire quand vous commencez sur l'exercice, vous commencez à progresser dessus, vous avez de la marge. 2 minutes à 2 minutes 30, c'est bien. Et il ne faut pas hésiter ensuite, à mesure que vous progressez sur l'exercice, à monter à 3, 4, peut-être même 5 minutes en fonction de votre profil. On n'a pas tous les mêmes profils nerveux, on n'a pas tous les mêmes capacités de récupération. Et moi, c'est mon profil, encore une fois, surtout quand on a un profil pas très nerveux, pas très doué pour la force, pour prendre du muscle, vaut mieux prendre plus de récupération que pas assez. Parce que si vous prenez plus de récupération, vous laissez la possibilité aussi à votre système de réemmagasiner de l'énergie pour refournir ce qu'on appelle utiliser ce qu'on appelle l'ATP, donc c'est la production d'énergie, on va dire, dans votre corps de manière générale, pour réaliser la série que vous avez à faire. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous ne prenez pas assez de récupération, on va tout simplement, la première série, ça va bien se passer, la deuxième, ça va bien se passer, la troisième, vous allez commencer à tronquer un peu sur le nombre de répétitions que vous aviez prévu de faire, et puis la quatrième, souvent, on l'a fait un peu dans le dur, la technique se dégrade, etc., etc. Donc ça a été mon deuxième conseil, c'est augmenter un peu le nombre de récupérations. Et surtout, encore une fois, si je reprends sur le principe de profil particulier, quand on est grand, quand on est élancé, quand on a une structure qui est un peu plus allongée, bien souvent, on a des besoins en récupération qui sont plus élevés. Tout simplement, on a un socle de récupération qui est plus étendu. Et donc, du coup, on va avoir besoin de plus
de temps pour récupérer des ressources qu'on a utilisées pour fournir un effort. Le troisième point que je lui ai dit, c'est que, effectivement, donc réduit peut-être d'une série ou deux pour rester justement autour de cette dose minimale effective. Augmente ton temps de récupération et je dis prends le temps aussi de construire du muscle, donc en mangeant, en t'alimentant suffisamment bien évidemment pour avoir suffisamment de calories et prendre du muscle, et en progressant sur d'autres exercices, parce que si cet exercice impacte négativement les autres, ça veut dire que tu ne progresses pas sur les autres et que du coup tu ne te laisses pas non plus la possibilité de prendre du muscle, parce que la prise de muscle ne s'effectue pas que sur un seul exercice, elle s'effectue sur une globalité d'exercices qui sont plutôt bien j'ai envie de dire, disposé à me faire progresser moi, en fonction de ma morphologie, de ma morpho-anatomie, de mes préférences nerveuses, préférences musculaires, etc., au fur et à mesure du temps. Et donc, le fait de prendre du muscle va aussi étendre un peu la surface de propagation des connexions nerveuses entre mon cerveau et ses muscles, et va étendre un petit peu la répartition nerveuse sur plus de masse, et je vais être plus à même de pouvoir supporter cette tension nerveuse parce que j'aurai tout simplement plus de surface musculaire sur laquelle la diffuser. Donc ça, c'est la troisième chose. Encore une fois, ça revient aux questions de temps, de progressivité, de mise en place justement de cette progression, voilà, de prendre le temps tout simplement sur sa progression. Donc si vous avez, vous aussi, ce genre de ressenti, prenez du recul sur votre entraînement, regardez un petit peu pourquoi potentiellement je pourrais avoir des difficultés parfois à finir certaines séances ou à me retrouver cramé un peu en milieu de séance. Est-ce qu'il ne faut pas que je retire un petit peu un exercice par-ci par-là? Moi, pour donner mon cas personnel, avant je faisais quasiment tous mes exercices, ou au moins les 3-4 premiers exercices de ma séance, en 4 séries. Maintenant, quasiment tous mes exercices, je les fais sur 3 séries parce que je sens qu'en faisant une 4e série, effectivement, je peux la faire. Mais derrière, sur les exercices sur lesquels j'ai besoin de progresser, je ne vais pas avoir la même énergie, je ne vais pas avoir la même gouache, ou alors ça va me demander plus de temps de récupération. Je n'ai pas un temps infini de séance non plus, donc je ne vais pas pouvoir les faire parce que je n'ai pas le temps. Et donc maintenant, je fais tout en 3 séries et je trouve que c'est le meilleur compromis pour moi pour pouvoir progresser sur tous les exercices que j'ai intégrés dans mes séances et en même temps pas avoir cet impact nerveux et cet impact aussi musculaire, aussi l'impact structurel, la congestion et tout, qui va m'impacter négativement. Donc posez-vous ces questions-là, ça pourra vous aider. Et si vous avez besoin de plus de précision, pareil, toujours la partie commentaire, n'hésitez pas à le mettre et puis je vous répondrai avec plaisir. Deuxième question. C'était le cas d'un élève à moi donc, que j'ai en coaching en particulier qui m'a envoyé un message là, pendant qu'il était en vacances et qui avait des douleurs au niveau du bas au niveau du bas du dos quand il était en position assise. Donc il s'est retrouvé sur sa chaise en vacances et il sentait qu'il était en position assise quand on a le dos un peu voûté là comme je suis actuellement. Il avait des douleurs comme des petits coups d'électricité au niveau du bas du dos. Moi, ma théorie là-dessus, je ne suis pas kinésithérapeute, je ne suis pas ostéopathe, j'ai une connaissance de l'anatomie qui est propre à mon métier de préparation physique et de musculation, mais ma théorie par rapport à ce que je vois et ce que je ressens moi aussi personnellement, parce que ça m'est déjà arrivé. Quand vous êtes très actif, que vous êtes dans la vie de tous les jours, que vous avez tendance à bouger, ce qui est son cas et ce qui est mon cas aussi, que vous êtes relativement mobile, lui il a un métier où il est debout tout le temps, moi j'ai un métier où je suis debout tout le temps, et que vous vous retrouvez un peu subitement, entre guillemets, du jour au lendemain, à rester beaucoup plus assis, parce que là, en l'occurrence, vous êtes en vacances. Et moi, ça m'est arrivé en plus dernièrement, où j'ai passé une matinée, toute une matinée dans mon canapé sur mon ordinateur à faire un truc. J'étais tellement focus sur le truc que j'ai même pas vu que j'étais resté 4 heures assis dans mon canapé en train de m'enfoncer. En fait, vous avez de l'immobilisme qui se crée au niveau de vos hanches, de l'immobilisme qui se crée au niveau de votre dos, et vous avez une forme de tassement temporaire qui s'effectue. Et ça, cumulé peut-être avec tout un tas de petites tensions quand même qui se sont accumulées au fur et à mesure du temps, vous ramène quand même à l'idée que la sédentarité, les positions prolongées, etc., c'est pas forcément très sain. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit t'inquiète pas, je pense que c'est quelque chose de très temporaire. Maintenant, voilà, je pense que tu aurais tout intérêt effectivement à
à t'étirer autour des hanches, à te mobiliser autour des hanches, parce que ça, c'est des douleurs liées en fait au figeage, je vais dire ça comme ça, au fait que tes hanches se figent en fait, et ta colonne vertébrale, donc avec les disques, à un moment donné, ça s'écrase, ça s'écrase, ça se tasse, ça se tasse, ça se tasse. Il y a des forces de cisaillement qui s'effectuent un peu au niveau des disques. Ça pince, peut-être que le noyau même du disque vient titiller un peu les nerfs là, qui envoient des décharges. Et ça crée des douleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a des douleurs comme ça qui sont temporaires, qui arrivent un peu subitement et qui parfois nous interpellent. On se dit, putain, je me suis bloqué d'un coup, d'un seul, qui ne sont en fait que la résultante d'une action, soit qu'on fait de manière, comme lui en l'occurrence, temporaire, soit l'accumulation de petites erreurs, de petites tensions accumulées au fur et à mesure du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez jamais que on ne fait rien parfaitement, personne, et que ce genre de ce petit rappel à l'ordre doit nous amener à nous dire, ok, j'ai ressenti cette petite tension, je vais aller faire des choses pour pas que cette tension s'installe, s'accumule, devienne de plus en plus nocive. Donc tout de suite, je vais intégrer du travail de mobilité, du travail d'étirement, du travail de renforcement spécifique. Je vais essayer de m'interroger sur le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai mal à ce moment-là? Ah oui, parce que je reste un peu trop assis. Bon, si je reste un peu trop assis, que ça me crée ces douleurs-là, forcément, si je le répète très régulièrement, quotidiennement, ça ne va pas bien se passer. Et là où on doit se poser la question de savoir si on fait les choses bien ou pas, c'est si ça influence positivement ou négativement notre structure. Si vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus raide, de plus en plus immobile, de plus en plus figé, vous êtes de moins en moins à l'aise à faire certains mouvements, c'est qu'il y a des choses à faire. Et ces choses-là ne s'amélioreront pas si vous n'y portez pas attention. C'est ce que je dis de plus en plus à mes élèves. Quand vous avez mal quelque part, quand vous avez une contrainte mécanique que vous ressentez, quand vous avez l'impossibilité de faire certains mouvements qui vous semblaient possibles à un certain moment, c'est qu'il faut se concentrer dessus. Il faut se motiver, il faut se discipliner pour pouvoir retrouver sa capacité. Parce que si une capacité, vous la perdez, dans le baba, d'accord, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez pris, entre guillemets, la mauvaise habitude de perdre une capacité, ça va être très, très, très compliqué de revenir en arrière, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. Donc, dès que vous avez des petites alertes comme ça, ne vous en inquiétez pas forcément. Il ne faut pas partir dans l'autre sens aussi. Des fois, j'ai des gens, ils ont un peu mal à un endroit et puis tout de suite, c'est catastrophe. Ils ne peuvent plus s'entraîner pendant 3 mois. Non. Prenez en considération le truc. Essayez de comprendre pourquoi vous avez cette petite douleur, comme là avec le cas de mon élève. Je vais expliquer pourquoi machin, nanana. On met en place des choses, on s'adapte, on s'entraîne, on se mobilise. Et puis ça va mieux. Et en l'occurrence, là, cette semaine, on s'est entraîné 3 fois. Il a fait le bas du corps, il a fait des squats. On a juste modulé un petit peu la charge. À chaque série, je lui ai demandé si ça allait, s'il avait des douleurs, des contraintes, des machins. Non, là aujourd'hui, je l'ai revu. Non, rien du tout. On est bien, on fait le taf. Et puis le corps s'adapte. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est soit se dire, bon, c'est le catastrophisme et il n'y a plus rien. Oh là là, tout de suite, je vais aller voir le plus grand rhumatologue de Paris. Ou, à l'inverse, stagner dans une forme de régression légère et latente qui va me faire perdre mes capacités au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est plus une réflexion par rapport à ce qu'on a discuté. Je vous retranscris un petit peu la discussion d'ailleurs qu'on a eue avec le cas de mon élève, mais je pense que c'était intéressant de mettre pareil des petites piqûres de rappel comme ça sur certains principes. Troisième question qu'on m'a posée cette semaine, lundi, une élève, c'était pas une française, elle me parlait en anglais, mais j'ai dû me dire supinated hammer pour décrire le mouvement, qui me demandait la différence entre la prise marteau et la prise normale au curl. Donc le curl, c'est le mouvement comme ça de biceps, enfin le curl biceps en l'occurrence, là quand je ramène mon avant-bras au niveau de l'épaule. Ce qu'on appelle un curl, on pourrait aussi l'avoir au niveau des jambes quand on ramène les talons vers les fesses pour travailler les ischios. Donc la différence entre une prise marteau et ce qu'on considère comme une prise normale, c'est une prise supination, c'est-à-dire quand vous avez la paume de main vers le haut, à l'inverse de la prise pronation où vous avez la paume de main vers le bas. Elle me demandé la prise marteau, c'est la prise neutre aussi, qu'on pourrait appeler neutre,
où j'ai la paume de main, j'ai les paumes de main face à face. D'accord? J'ai la paume de main, ceux qui voient la vidéo dans ce sens-là, comme si je tenais un marteau, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça la prise marteau. Et donc, la différence majeure se retrouve dans la sollicitation de tel ou tel muscle. D'accord? Quand vous prenez l'anatomie de vos biceps, vous avez le biceps, vous avez le brachial, et puis vous avez les muscles en gros autour de l'avant-bras. D'accord? En fonction de comment vous orientez le coude vers l'avant ou vers l'arrière, en fonction de comment vous pivotez la main, donc paume de main vers le bas, paume de main vers le milieu ou paume de main vers le haut, vous n'avez pas les mêmes sollicitations musculaires parce que tout simplement, vous avez des muscles qui sont mis en position de force dans certaines positions par rapport à d'autres. Et donc forcément, si j'ai un muscle en position de force, en position de production de force, justement par rapport à la position de ma main ou la position de mon coude par rapport à mon corps, et ben c'est ce muscle-là qui va prendre une grosse partie du travail pour réaliser le mouvement. Et là, en l'occurrence, quand vous faites un curl en prise marteau, donc classique, là, en l'occurrence c'était classique avec le bras le long du corps, bah vous allez sentir, de toute façon, vous avez plus le muscle de l'avant-bras, ce qu'on appelle le long supinateur ici. Je vérifie que je ne dise pas de conneries quand même. Non supinateur, mais normalement c'est ça, voilà, qui prend une grosse partie du travail. Ça ne veut pas dire que le biceps ne travaille pas, d'accord? Ça ne veut pas dire que les biceps ne travaillent pas, parce que vous avez la longue et la courte portion du biceps qui lui est biarticulaire, donc qui s'attache au niveau de l'épaule et au niveau du coude. Et puis vous avez le brachial qui lui... Alors attendez, hop, le brachial... Je vais me remettre dans mes trucs. Boum, boum, boum. Qui lui est en dessous et qui lui ne se rattache qu'au niveau, voilà, le muscle brachial ici, donc de l'os ici, plus de l'avant-bras. Et donc en fonction de comment vous orientez, les muscles vont interagir un peu différemment entre eux et c'est un muscle qui va prendre plus le dessus par rapport à un autre. Donc quand vous êtes en prise marteau, vous avez plus, de manière générale, encore une fois, on sort de toute considération morphologique, anatomique, de ses longueurs musculaires, de ses préférences motrices, etc. Très personnel. Le long supinateur, donc le muscle de l'avant-bras qui va prendre le travail. Et quand vous êtes dans cette prise-là, de toute façon, vous le sentez quand vous faites l'exercice, vous allez sentir plus les biceps ou le brachial. Plus vous avancez le coude par rapport au corps, plus vous allez sentir le brachial plutôt que le biceps, de manière générale. Plus vous envoyez le coude en arrière du corps, plus vous allez travailler votre biceps dans toute sa longueur, parce que le biceps est étiré à la fois au niveau de l'épaule, d'accord, je l'étire en envoyant mon bras en arrière, et il est tiré aussi au niveau du coude, ce qui fait qu'en fait, on travaille le biceps. Donc, bon, encore une fois, sauf si vous avez des besoins très spécifiques, je pense que la variation est la clé. Je pense que c'est pour ça que quand je fais faire des curls aux adhérents qui me demandent dans quelle prise, la prise que vous voulez, celle où vous vous sentez le mieux, celle où vous avez le moins de douleur, d'accord? Parce que c'est la longévité, c'est votre capacité à progresser sur un exercice sans douleur, sans trop de contraintes, sans vous demander de faire 1000 exercices à côté de mobilité, de machin, etc., qui va vous faire progresser. Et c'est la variété aussi qui va vous permettre de ne pas perdre en capacité et de vous permettre d'être, régulier sur le plus long terme. Donc la différence, elle s'effectue juste en fait, si vous voulez, au niveau de la tension musculaire et des muscles qui vont être utilisés. Donc si vous voulez travailler un peu plus l'avant-bras, faites en prise marteau. Si vous voulez travailler un peu plus le biceps, vous faites en prise supination. Si vous voulez vraiment travailler quasiment exclusivement l'avant-bras, vous faites votre curl en prise inversée, donc c'est-à-dire avec la paume de main vers le bas. Là, vous allez sentir les avant-bras, ce que j'ai déjà fait faire à la salle, et effectivement, c'est le cas. Quatrième, pareil, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, il n'y a aucun problème. Quatrième question. Une question qui m'a été posée hier, pareil, par un élève sur mon cours de force. Donc tous les mercredis soirs à la salle, la TFF, donc la salle dans laquelle je donne des cours de cross, on fait un cours qui s'appelle Basique, que j'ai mis en place. Sur lesquels on se concentre que sur les basiques. Traction, développé couché, soulevé de terre, squat, fente. Ça change toutes les semaines, mais en gros, on reste autour de ces mouvements principaux. Je ne pars pas dans des trucs exotiques, on reste sur la base. C'est pour ça que ça s'appelle basique.
L'idée, c'est de travailler sa technique, travailler sa force, d'avoir un impact nerveux au moins une fois par semaine sur ces gros mouvements et développer de la récurrence, c'est pour ça que ça change pas souvent, pour développer des sensations, développer de la finesse dans le geste, parce que la finesse, la précision, la sensation ne se gagne qu'à force de répéter les mouvements. Ça semble logique en le disant comme ça, mais des fois pris par l'envie de faire tout le temps des trucs différents, de la variété et tout, qui est utile, comme je l'expliquais juste avant, on en oublie que la progression, elle passe aussi par de la régularité, au moins sur certains mouvements sur lesquels on en a, je pense, besoin. Et en l'occurrence, des mouvements fondamentaux. Alors après, il y a des variantes qui sont propres à chacun, mais je suis d'ailleurs toujours ouvert à m'adapter sur les séances, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la répétition, la finesse du geste, la sensation, la stimulation, ça passe par la récurrence. Et donc, dans cette séance d'hier, on avait du développé couché. Il y a Soeb qui me pose, Soeb, je donne ton prénom, qui me pose cette question. Je ne sais pas s'il écoutera, je passe le bonjour. De savoir à quoi ça sert de mettre les pieds sur le banc au développé couché. Donc souvent, au développé couché, vous savez, c'est quand on est allongé sur le dos, on a la barre ici, puis on la pousse. Le vrai truc de bourrin. Souvent, vous avez dû voir qu'il y a des gens qui mettent leurs pieds sur le banc pour le développé couché. Et ils me demandaient quel était l'intérêt, c'était quoi le but et tout. Pour moi, l'intérêt, il n'est pas extraordinaire, sauf cas pratique, cas précis, cas argumenté, qui pourrait expliquer cette prise de position, on va dire. Si c'est juste un truc, parce qu'on m'a dit que, parce que j'ai vu que, et du coup, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je lui ai expliqué, quand on fait un développé couché, naturellement, on est sur le banc, on a les pieds au sol, et naturellement, il y a un petit creux qui s'effectue au niveau de notre zone lombaire. Un creux qui est tout à fait normal. Quand vous êtes debout, vous avez votre colonne vertébrale, elle fait une sorte de S comme ça, en vague. Vous avez une lordose lombaire, une syphose thoracique, c'est-à-dire que vous êtes creusé au niveau lombaire, vous êtes arrondi au niveau thoracique et vous êtes de nouveau creusé au niveau des cervicales. Vous irez regarder l'anatomie d'une colonne vertébrale, mais pour, on va dire, un humain constitué normalement, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des syphoses et des lordoses moins prononcées que d'autres, ou à l'inverse, plus prononcées que d'autres. Il y a des gens qu'on va appeler hyper cambrés, des gens J'ai connu des personnes qui n'étaient pas cambrées du tout, qui étaient plats, complètement plats. Il y a des segments. Tac. Et ça, c'est une prédisposition anatomique qu'on a tous. D'accord ? Donc, quand vous vous allongez sur un banc, on va vous retrouver ces prédispositions anatomiques. Généralement, sur le banc, vous êtes posé sur vos épaules, sur vos fesses. Il y a un petit creux, une lordose lombaire qui s'effectue, mais naturellement, comme elle s'effectue quand vous êtes debout. Qui peut être un peu accentué, notamment dans certaines disciplines. On va avoir besoin de gagner de l'amplitude thoracique. Donc, on va chercher à creuser énormément, ce qu'on appelle à ponter, notamment en force athlétique, pour gagner de l'amplitude sur ton mouvement. Parce que plus on gagne de cage thoracique, plus on se grandit au niveau de la cage thoracique, plus on ponte, moins il y a de trajet entre la barre et ma cage thoracique, et plus, entre guillemets, le mouvement devient aisé. Je mets des gros guillemets, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est pour tout simplement gagner de l'amplitude, parce que la force, c'est une question de charge mécanique, mais c'est aussi une question d'amplitude. Et donc, quand les gens, la plupart du temps, mettent les pieds sur le banc pour le développer couché, c'est pour naturellement enlever cette lordose lombaire, donc ce creux au niveau lombaire qui s'effectue. Et ils se disent qu'en mettant les pieds sur le banc, je vais bien être à plat et ça ne va pas me tirer au niveau du bas du dos. Je ne vais pas mettre en contrainte mon bas du dos et je ne vais pas me retrouver avec des douleurs, des machins, etc. Pour moi, c'est un peu une ineptie parce que c'est ne pas prendre du coup en compte et de ne pas comprendre l'anatomie du coup que je viens de vous expliquer, humaine, classique. Et c'est surtout éviter un problème qui n'en est pas spécialement un. Ça peut devenir un problème à partir du moment où on manque de mobilité, on manque de capacité de mouvement,
parce qu'on est justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est peut-être un peu trop sédentaire et que quand on se met allongé sur le banc avec les pieds un peu ramenés vers soi, parce qu'on doit avoir les pieds bien à plat au développé couché, ça peut me tirer un peu dans le bas du dos. Mais l'exercice en tant que tel, ou la position en tant que telle n'est pas le problème. Le problème vient plutôt d'un manque de capacité de mouvement de sa part. Et de venir soutirer, entre guillemets, cette capacité à garder les pieds au sol sur un développé couché en les ramenant vers soi, bah, c'est tout simplement ne pas se laisser la possibilité d'exploiter son plein potentiel sur ce mouvement-là. Parce qu'il me demandait, ouais, il y a une différence et tout, machin. J'ai dit, bah oui, la différence, c'est que quand tu as les pieds au sol, bien ancrés, tu vas pouvoir exploiter ta force à partir du sol. Tu vas pouvoir pousser dans tes pieds sans chercher à décoller les fesses pour transférer la force du sol vers tes bras, vers la barre. Si tes pieds sont sur le banc, déjà, tu n'as pas de stabilité. Donc, un banc, c'est pas large. Hein. Pas de stabilité, ça bouge un peu dans tous les sens. Tu n'as pas la possibilité, en plus de ça, de sortir véritablement la cage thoracique parce que tu es un peu allongé à plat sur le banc. C'est compliqué. Tu manques de stabilité aussi au niveau des épaules. Ça manque de structure. Ça manque d'ancrage. Et ça peut être même potentiellement, surtout si on n'est pas habitué, néfaste parce qu'on va être un peu instable. On va avoir les épaules qui vont partir un peu vers l'avant parce qu'on ne peut pas véritablement s'ancrer dans le banc avec ses épaules parce qu'on n'a pas de stabilité. Chose qu'on a avec les pieds au sol. Et du coup, c'est contre-productif. On essaie de régler un problème en se disant je vais avoir moins mal au dos. On va tout simplement être moins lourd sur sa barre, avoir une barre plus instable, être soi-même plus instable sur le banc et pas avoir une notion active du mouvement parce qu'on va être allongé sur le banc, les pieds à plat dessus et on va se laisser un peu, entre guillemets, dicter par cette instabilité. Alors encore une fois, ça peut se justifier dans plein de cas de figure. Un mec peut m'expliquer, ou un entraîneur peut m'expliquer qu'il fait ça pour telle raison. Et à partir du moment où c'est argumenté, il n'y a pas de questionnement. C'est un contexte, c'est un environnement, c'est son athlète, il le connaît, machin. C'est expliqué, tout va bien. Même si moi, personnellement, peut-être que je ne ferais pas comme lui, mais au moins, lui, il a sa vision, il a son truc. Ou le mec qui s'entraîne, il a sa vision, il a son truc. Ça s'explique. Bon, bah ok, bah, tu fais comme ça, c'est ton truc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Par contre, hors cas de figure comme ça, si je le fais purement et simplement en me disant que on m'a dit de faire comme ça ou j'ai pas eu de réflexion derrière, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou si je le fais juste parce que j'ai mal au dos, ça n'a pas de sens non plus. Si vous avez mal au dos, c'est pas la position au développé couché qui vous fait mal au dos. C'est que vous avez peut-être perdu en capacité de mouvement. Vous êtes resté trop assis, donc vous avez les psoas qui sont complètement raides. Donc quand vous mettez les pieds au sol, ça vous étire tellement les psoas et les quadriceps que vous n'avez même pas la possibilité de poser vos talons au sol sans que ça vous arrache la hanche, que ça vous tire dans le bas du dos par compensation, etc. etc. Et donc, du coup, il va falloir faire un travail pour essayer de garder des trucs. Alors, encore une fois, il y a plein d'exercices, des variantes que même moi, j'utilise de développer couché. Alors, pour le coup, on a les pieds au sol, mais on a les jambes tendues, ce qu'on appelle un Larsen press, c'est-à-dire j'ai les jambes tendues, j'ai juste les talons posés au sol devant. Et en fait, là, l'idée, c'est de ne pas céder des pieds, de la pousser dans les jambes, qu'on appelle le leg drive, pour pouvoir transférer la force dans le haut du corps, pour mettre véritablement le focus sur les triceps, sur le haut du corps. Et ça, c'est vraiment plus un exercice qu'on appelle d'assistance pour développer sa force dans les triceps, dans les pectoraux, de manière très localisée. En fait, on enlève un peu la production de force de manière générale qu'on va avoir sur le mouvement pour la localiser que sur une partie. Même si on pourrait considérer que sur le développé couché, même avec les pieds au sol, la majeure partie du travail s'effectue sur le haut. Enlevez les pieds du sol, enfin tendez les jambes, posez juste les talons et mettez les pieds au sol avec les pieds bien à plat dans lesquels vous pouvez pousser. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Mais encore une fois, c'est un exercice spécifique adapté à un contexte dans un but de renforcement spécifique, d'isolation là en l'occurrence au niveau des triceps, de la cage thoracique. Et c'est réfléchi, c'est pas fait juste comme ça. Et encore une fois, là, j'ai les pieds quand même qui sont au sol. J'ai pas les pieds sur le banc. Moi, je trouve que les pieds sur le banc, c'est trop instable, ça bouge, j'aime pas. C'est surtout sur un exercice comme le développé couché, vous avez une barre quand même au-dessus de la tête. Hein. C'est pas. Il suffit qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe mal, vous prenez la barre. Il y a des mecs qui sont claqués au développé couché. Ils ont pris la barre dans la carotide. Faut faire attention. Ça peut être dangereux quand même. Donc moi j'aime bien avoir des ancrages et des choses qui me rassurent, surtout si c'est lourd. Surtout si c'est lourd. Quand ça fait 20 kilos, bon, ok. Quand vous avez 80, 100 kilos au-dessus de la tête, c'est plus pareil.
Donc voilà la réponse à la question, peut-être une question que vous êtes déjà posée et qui vous aura éclairci sur le sujet. J'arrive à la fin de mes questions. Si ce format-là, il vous a plu, je l'avais déjà fait 2 ou 3 fois, je crois. N'hésitez pas encore une fois à me solliciter, à me poser vos questions. Je mets souvent des petits patchs là dans Story sur Instagram pour questions-réponses autour de l'entraînement, de la nutrition. Mettez vos questions, même si je ne réponds pas directement, j'accumule les questions et je les reposte directement à travers ce genre de vidéos, ce genre de contenu. Merci à tous, encore une fois, pour votre écoute active, pour vos retours. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très vite, que ce soit en vrai ou en virtuel. En vrai pour ceux que je vois en cross-training ou en coaching. Et en virtuel pour ceux avec qui j'échange sur les réseaux ou en coaching à distance. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao.